êtes en avance ou en retard? Bonjour à tous, nous sommes à 4 jours du second tour des élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté. Les deux régions se marient et en même temps la presse quotidienne régionale de Bourgogne-Franche-Comté s'associe pour vous faire vivre la campagne de l'entre-deux tours. Le débat de ce jour est organisé par le Bien Public qui nous accueille à Dijon, le Journal de Saône-et-Loire, le Progrès du Jura et l'Est républicain. Et les trois têtes de liste qualifiées pour le second tour ont répondu à notre invitation, Nicolas. Oui, première invitée de ce débat, Sophie Montel, tête de liste Front National, Rassemblement en Bleu Marine. Nous commençons par vous, madame, puisque vous êtes arrivée en tête du premier tour. Vous avez fait 31,48% dans la future grande région. Vous êtes par ailleurs députée européenne et conseillère régionale sortante de Franche-Comté. Et puis François Sauvadet est aussi avec nous. Votre liste LR, UDI, la région Grand, est arrivée dimanche dernier en seconde position avec 24% des voix. François Sauvadet, vous êtes par ailleurs député UDI de Côte d'Or et président du conseil départemental de ce même département. Et enfin, troisième invité et troisième qualifié pour ce second tour, la présidente sortante de l'actuelle région Franche-Comté. Bonjour Madame Dufay. Votre liste Notre région d'avance qui rassemble le PS, le parti radical de gauche et CAP 21 a obtenu quasiment 23% des voix dans la grande région et s'est classé troisième. Alors nous allons commencer par parler politique pour comprendre ce qu'il faut retenir de ce premier tour de dimanche dernier. La première question sera pour vous, Sophie Montel. Maxime Thiébaut, candidat de Debout la France, on se rappelle, a obtenu plus de 5% des voix. Il aurait donc pu fusionner avec l'une des listes. Pourquoi vous, le Front National, n'avez pas choisi de tendre la main à Debout la France ? Écoutez, très honnêtement, moi j'estime que les électeurs sont libres de se prononcer au deuxième tour. Je pense qu'un certain nombre d'électeurs qui ont voté pour Maxime Thiébaut et la liste qu'il conduisait de Debout la France vont naturellement se reporter sur la candidate du Front National, parce que je n'imagine pas un instant comment des gens qui se disent souverainistes pourraient voter notamment pour un candidat de l'UDI qui est notoirement européiste. Donc voilà, pour moi, il est assez évident et assez naturel que les électeurs qui ont soutenu Maxime Thiébaut se reportent sur la liste Front National au deuxième tour. Et moi, vous savez, je n'aime pas rentrer dans ces petits arrangements entre amis, dans cette tambouille politicienne, tout ce que détestent d'ailleurs les électeurs. Donc voilà, la liste Front National est restée telle qu'elle au deuxième tour. Et donc hier, j'ai redéposé la liste identique à celle du premier tour. Alors, Monsieur Sauvadet, votre score est un petit peu en deçà de ce qu'annonçaient les sondages, 24%. Il vous manque quelques points pour aborder ce second tour de manière sereine. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir pris sur votre liste le candidat du MoDem, Christophe Grudler, qui a fait 3,3%, qui n'a donné aucune consigne de vote, et c'est vrai que c'était une des singularités de cette élection. Vous êtes le seul à ne pas avoir fait alliance avec le MoDem au premier tour. Oui, c'est un débat qui est derrière nous, puisque le premier tour a eu lieu, et j'ai eu l'occasion plusieurs fois de m'expliquer et d'expliquer les raisons pour lesquelles le MoDem n'était pas à nos côtés. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il le souhaitait en Bourgogne-Franche-Comté pour le premier tour. Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'un second tour, et donc les choses sont différentes. Vous me dites score par rapport au sondage. La réalité électorale, c'est pas le sondage qui l'a fait. Et le deuxième tour, on verra le résultat. Ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup de voix qui viennent m'exprimer leur soutien. Et je souhaite placer ce deuxième tour sous le signe d'un mot très simple, le rassemblement. Il y a beaucoup de gens qui veulent que ça change, vraiment, dans le pays, en France, et aussi en Bourgogne-Franche-Comté. Et je m'adresse à tous ceux qui veulent un changement, tout simplement, tous les Bourguignons, tous les Franc-Comtois. Il y a une très large majorité. Et donc je les invite à aller voter. Voilà, après cela, j'ai entendu, François Bayrou m'a apporté son soutien. Je m'en réjouis. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Voilà. J'ai entendu aussi beaucoup de voix de gauche, des vice-présidentes actuelles du Conseil régional de Bourgogne s'exprimer, me dire là aussi leur soutien et leur inquiétude du risque de voir le Front National arriver. Voilà, la réalité politique est celle-là aujourd'hui. Donc j'appelle à un large rassemblement, et c'est dans ce cadre que je situe cet appel aux Bourguignons à la veille du second tour. Donc je l'aborde sérieusement, parce que c'est difficile, et puis aussi,
Je le dis très franchement, l'attitude du PS est incompréhensible aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté. On va donner la Voilà, parole je au le dis PS, simplement. justement. Madame Dufay, vos amis traditionnels du Front de gauche et les Europe Écologie Les Verts ne se sont pas qualifiés pour le second tour. Ils n'ont même pas obtenu les 5% nécessaires pour une fusion. Une question s'est notamment posée. Pourquoi vous, qui êtes arrivé troisième de ce premier tour, pourquoi avez-vous choisi de maintenir votre candidature alors que vous ne pouviez pas fusionner avec vos alliés et que dans d'autres régions, le Parti socialiste a choisi de se retirer pour faire barrage au Front National? C'est l'expression qui a été utilisée. Dans ces autres régions, le score obtenu par le Parti socialiste est nettement inférieur à celui que nous avons obtenu, mais nettement. On est entre 15 et 17%, là où j'ai obtenu 23%. Donc la situation n'est pas comparable. Aujourd'hui, la question est claire. Qui est en mesure de faire barrage au Front National? Je vois qu'effectivement, le Front National peut gagner cette élection. Et je fais le compte des voix. Et je vois qu'en faisant le compte, eh bien, la droite ne peut pas gagner et que la gauche peut gagner. La gauche rassemblée, la gauche retrouvée, la gauche mobilisée. Mais les choses sont claires. Depuis que 1 et 1 font 2, la liste de M. Sauvadet ne peut pas gagner. Donc je me mobilise à outrance parce qu'il me semble que l'enjeu est vraiment historique. Mais vous vous êtes posé la question de vous retirer, vous l'êtes posé une seconde ou pas? Je la suis posée, effectivement, quand les résultats n'étaient pas clairs. Et quand les résultats ont été clairs, eh bien, je vous dis, 1 et 1 font 2, me semble-t-il. Est-ce que vous avez compris l'attitude de votre collègue Jean-Pierre Masseret qui, contre l'avis de l'appareil, se maintient en Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne? Je pense qu'il faut parler franc-comtois et bourguignon ici. Hein. Oui, mais chacun a ses spécificités. Vous auriez fait quoi à sa place avec ces 16%? Je ne sais pas, je ne peux pas dire, hein, parce que c'est difficile de se mettre à la place des gens. Objectivement, effectivement, là où le score du Parti socialiste n'est pas bon, une triangulaire va favoriser l'élection du Front National. Maintenant, je me dis aussi, je ne suis pas à la place de Jean-Pierre Masseret, qu'il y a un combat politique à mener et qu'il ne faut pas déserter le combat politique aujourd'hui. Sophie Montel, on parle on l'a entendu, de faire barrage au Front National. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette attitude de vos adversaires? C'est un mot, c'est une expression qu'on entend un peu partout en France aujourd'hui. Oui, moi, ce que j'ai beaucoup entendu aussi, au soir du premier tour, quand les résultats sont tombés, j'ai entendu à l'unisson un message qui était envoyé tant par M. Sauvadet que par M. Danjean, que par M. Joyandet, Mme Dufay. J'ai entendu mes adversaires expliquer qu'ils avaient bien reçu le message que les Français venaient de leur envoyer, un message d'exaspération, et qu'ils allaient en tenir compte. Ce qu'ils n'ont visiblement pas compris, c'est que les 31,48% obtenus par la liste Front National dimanche 6 décembre, ce n'est pas un vote d'exaspération, ou si c'est un vote d'exaspération, c'est un vote de colère, en réponse à l'incapacité des partis de l'UMP et du Parti Socialiste à sortir de la France de l'ornière dans laquelle ils l'ont mise d'ailleurs. Mais je pense aussi que ces 31,48% sont un vote d'adhésion. D'ailleurs, je l'observe élection après élection, scrutin après scrutin. Je vois bien comment la campagne va tourner. J'entends les différents reportages où on va sonner aux portes des gens en leur disant « Est-ce que vous avez voté Front National au premier tour ?» Alors quand ils tombent sur quelqu'un qui leur répond en disant « Oui, j'ai voté Front National », bizarrement, à la question « Allez-vous revoter Front National au deuxième tour ?» Ah non, certainement pas, c'était juste pour envoyer un signal. Moi, ce que je constate, c'est qu'élection après élection, les électeurs du Front National sont fidèles au Front National et se reportent massivement au deuxième tour, d'autant que nous portons cette dynamique. Je dois dire que le score du Front National au premier tour ne m'a pas surprise, dans la mesure où, si on regarde élection après élection, on s'aperçoit que cette dynamique, cette montée progressive de nos résultats, elle était tout à fait logique pour ces élections régionales. Moi, ce qui m'a, réjoui, en quelque sorte, je peux bien le dire, c'est l'effondrement des résultats de mes adversaires.
adversaires qui sont quand même relativement derrière, puisqu'ils sont à 7,5 points pour M. Sauvadet et à 8,5 points pour Mme Dufay. Ce qui veut bien dire qu'il se passe quelque chose. Et ce n'est pas uniquement en Bourgogne-Franche-Comté, ça se passe dans les autres régions, dans 6 régions où le Front National est arrivé largement en tête. Voilà, effectivement, nous avons des chances de gagner dimanche prochain, c'est certain. Monsieur Sauvadet, en 2 mots, Nicolas Sarkozy, hier en meeting en Aquitaine, a proclamé que le vote Front National n'était pas un vote anti-républicain. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que lui ? D'abord, je voudrais apporter une réponse quand même aux déclarations de la candidate socialiste. Franchement, je le redis, je trouve cette déclaration complètement irresponsable. Laquelle ? La déclaration de Mme Dufay de prétendre qu'elle est la seule à pouvoir aujourd'hui gagner. Je dis c'est irresponsable. Irresponsable. J'ai vu que partout où il y a un risque de Front National en tête et arrivé en tête au second tour, le Parti socialiste a pris la décision, je n'ai pas de conseil à donner, mais a pris la décision de retirer ses listes. Madame Dufay arrive en 3e position. Je n'imagine pas un seul instant que tous ceux qui ont exprimé leur désaveu, de ceux qui sont les sortants, qui ont voulu aussi adresser un signal au gouvernement de leur désaccord, se retrouvent aujourd'hui pour former une majorité. Il y a une majorité qui veut un vrai changement. Elle ne s'est pas suffisamment mobilisée au premier tour, elle s'est exprimée sur différents candidats, ou parfois n'est pas venue devant les urnes, mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'il y a une majorité en France et une majorité en Bourgogne-Franche-Comté pour vouloir un véritable changement. Et c'est ce que je porte, voilà. Et effectivement, au-delà, tout le reste, ce n'est que de l'habillage, de la spéculation, des petits calculs politiciens. Et moi, je crois que quand on a 1 million de personnes qui ne sont pas venues se prononcer, 1 million, moi, c'est à elles aussi que je veux m'adresser. Et je leur dis, ne laissez pas les sortants revenir, parce qu'on a vu les conséquences dans le pays qui est fracturé. Et je le dis, évitez-nous de voir arriver le Front National. Voilà, c'est le message que je lance. Bon, après les calculs politiques, comme vous venez de le dire, on va passer au fond, au programme, à ce que vous avez envie de faire de la future grande région Bourgogne-Franche-Comté. On va vous soumettre un petit exercice qu'on appelle ici le oui-non. Nicolas Bastuc va vous poser une série de questions à chacun. Vous n'aurez droit qu'à un mot. Vous n'aurez droit qu'à répondre que par oui ou par non. Nicolas, on vous laisse faire. Oui, on attend donc une réponse laconique, oui ou non. Alors première question, souhaitez-vous réduire les dépenses de fonctionnement à la région et notamment le nombre de fonctionnaires territoriaux, les dépenses de personnel? Madame Montel. Oui ou non? Oui, je vous réponds oui, mais je vous explique quand même la façon dont... Non, l'exercice c'est oui ou non, madame. Oui, on aura l'occasion de parler plus longuement après. Monsieur Sauvadet? Oui, bien sûr. Madame Dufay? Toutes les dépenses de fonctionnement devront être réduites. Tout cela s'impose Donc, oui. à nous. Pour le personnel? Toutes les dépenses de fonctionnement. Oui. Comptez-vous proposer des aides spécifiques aux patrons qui embaucheraient des apprentis? Oui. Madame Montel? Oui. Monsieur Sauvadet? Oui, c'est déjà fait. Consensus donc sur cette deuxième question. Troisième question, la région doit-elle proposer des aides aux communes qui feront l'effort d'accueillir des migrants? Ah non. Monsieur Sauvadet? Un mot. Moi, je dis que ce n'est pas la responsabilité de la région. Donc non. Oui, puisque nous l'avons déjà fait. Faut-il relancer le dossier du Grand Canal? Non. Alors, de la voie d'eau, oui. Pas du Grand Canal. Marie-Guy Dufay? Surtout pas. Et enfin, question bourguignonne, la région doit-elle accompagner financièrement le muséoparc d'Alésia? Non. Attendez, oui, évidemment. Marie-Guy Dufay? Je ne pense pas, puisque c'est Non. une structure qui est portée par le conseil départemental. Merci. On va passer à un débat qui va vous permettre de vous exprimer un peu plus longuement. J'ai vu que vous étiez frustrés les uns les autres. On va aborder un thème qui s'est invité dans la campagne, qui est celui de la sécurité. Alors on rappelle que ce n'est pas directement une compétence de la future région, mais vous en avez tous parlé évidemment, et on le comprend après les événements de Paris au mois de novembre. Nicolas Bastuc a une série de questions sur ce sujet, la sécurité. Oui, et là vous allez pouvoir développer. La sécurité, Benoît vient de le rappeler, n'est pas une compétence des régions, et pourtant, après les attaques terroristes de Paris, cette question a dominé la campagne. Il fallait d'ailleurs souvent ouvrir son sac pour aller voter. La région doit-elle s'emparer de ce dossier qui n'est pas de sa compétence? Madame Montel, on va suivre l'ordre si vous voulez bien. Alors,
je pense qu'il n'est pas tout à fait exact de dire que la sécurité n'est pas une des compétences du Conseil régional. Parce que nous avons en charge les transports et nous avons en charge aussi les lycées. Donc moi, ce que j'ai proposé dans mon programme, c'est, vous savez très bien qu'il y a des problèmes d'insécurité, de raquettes aux abords et dans certains lycées franc-comtois et bourguignons. Donc moi, j'ai proposé pour les chefs d'établissement qui le souhaitent de mettre en place de la vidéoprotection ou des portiques de sécurité. Dans les transports, dans les TER notamment, nous avons aussi de graves problèmes d'insécurité. Donc je pense qu'il faudra faire un bilan concernant cette insécurité dans les transports régionaux et pourquoi pas mettre en place, au vu des résultats de cette enquête, mettre en place une police régionale des transports. Mais il y a aussi une responsabilité de la part d'un exécutif. Institutionnellement, est-ce que c'est possible que la région mette en place écoutez, une ça police? se fait en Île-de-France, hein. Donc en accord avec l'État, ça se fait en Île-de-France. Donc moi, ce que je pense, c'est que quand on est à la tête d'un exécutif, rien ne nous empêche, puisque nous avons des partenaires, notamment la SNCF, et qu'on s'est aperçu dans les attentats qui ont eu lieu le 13 novembre. Moi, je récuse cette théorie qui consiste à dire que les terroristes et les kamikazes sont de pauvres jeunes qui ont été mis de côté par la société. Si, les socialistes le disent de manière récurrente. Je crois que le président a tenu à... Je termine mon propos, si vous voulez bien. Il s'est avéré que parmi ceux qui se sont fait exploser et qui ont commis ces actes d'une barbarie sans nom, il y avait un certain nombre de gens, par exemple, qui travaillaient à la RATP. On sait que les fichiers S, d'ailleurs, M. Valls nous a, pendant des mois, nous dit qu'il y avait 11 700 fichiers S et il s'avère qu'il y en a plus de 20 000. Il y a des gens qui travaillent à Roissy, il y a des gens qui travaillent à la RATP. Donc ce que je veux dire, moi, aujourd'hui, c'est que rien n'empêche, lorsqu'on est à la tête d'un exécutif, de se renseigner notamment auprès du préfet, de se renseigner auprès de la SNCF, puisque nous travaillons en partenariat avec la SNCF, puisque nous avons les TER, nous avons à nous occuper des TER. Moi, je serai très vigilante et je m'assurerai qu'aucun fichier S ne travaille dans nos TER régionaux notamment. On va revenir sur la question des lycées. Monsieur Sauvadet, la région doit-elle s'emparer de ce dossier qui n'est pas, encore une fois, de sa compétence institutionnelle? Bon, évidemment, elle doit s'emparer de ces dossiers qui sont de sa compétence. Et on vient de le dire, le train, le TER, circulation aussi, pas simplement dans le train, mais aussi dans les autobus, périphérie des gares, puisque vous allez voir, aujourd'hui c'est un changement. La totalité des transports en charge, y compris les transports scolaires. Moi, je vais être très clair sur le sujet. J'ai toujours dit, et je l'ai fait dans mon département, tolérance zéro d'abord sur les incivilités. Elles pourrissent la vie des gens, et donc ça commence au collège. Je l'ai fait, puisqu'on sera responsable des transports scolaires. On a mis des accompagnateurs, pas simplement du répressif, c'est aussi du préventif. On a mis des accompagnateurs, on a mis un certain nombre de dispositifs en place, et effectivement, partout où il y a des poches d'insécurité, partout où il y a des risques d'insécurité, il faut prendre toutes les mesures de protection qui s'imposent. Alors ça passe par de la vidéoprotection, ça peut passer aussi par, je vous l'ai dit, de la prévention, ça doit passer aussi par des liens très forts avec police et gendarmerie. Parce que là aussi, dès qu'on détecte des comportements qui sont délictueux, il faut très tôt les sanctionner. C'est d'ailleurs l'erreur grave du gouvernement qui a adressé des signaux contradictoires et qui a laissé faire, en remise en cause des peines planchées, etc. Tout ça était des signaux désastreux adressés à tous ceux qui commettent des incivilités, parce que de l'incivilité, c'est l'acte délictueux. De l'acte délictueux, on voit très bien la progression, donc il faut des sanctions, de la prévention. Troisième sujet qu'on aborde peu, je souhaite aussi qu'on soit très engagé sur la rénovation urbaine. Et donc, je le dis, j'ai rencontré les maires, d'ailleurs, ça va changer un peu avec la région actuelle qui décide d'en haut. J'étais à Montbéliard hier, Madame le maire m'a dit « j'ai jamais vu Madame Dufay ». Bon, voilà, elle ne l'a jamais vue, alors qu'elle est en charge de responsabilité. Bon, moi, j'ai rencontré les maires, je les ai vus, il y a des plans de rénovation urbaine, parce que, là aussi, rendre plus sûrs les banlieues, accompagner les maires, ça aussi, ça fera partie, en lien avec les départements, des agglomérations, des actions que nous devons conduire. Donc oui, pour moi, c'est simple, clair, net, tolérance zéro sur les incivilités. Alors, Madame Dufay, si vous êtes réélue dans cette région... Je vais revenir sur votre oui. question de la sécurité. Je reviens juste sur ce qui vient d'être dit par rapport à Montbéliard. J'étais avec Madame le maire de Montbéliard la semaine dernière. Elle était à mes côtés pour, à l'occasion de la signature d'une convention par laquelle la région va financer à 50% l'école d'infirmières qui va être construite sur le terrain de la commune de Montbéliard. Donc, soit dit en passant... Parce qu'elle dit. Voilà, elle était on va pouvoir faire du fact-checking et on ira vérifier ça. On ira l'interroger directement. Vous irez voir, elle ne doit jamais aller la voir face à face pour discuter des projets de la ville. C'est ce qu'elle m'a dit elle était à mes hier soir. côtés, nous allons financer 50%. Pour une inauguration, pour une signature. Alors, on la laissera répondre elle-même. Ni une inauguration, ni une signature, c'est un engagement.
C'est un engagement très fort de la région pour le pays de Montbéliard. Sur la sécurité, alors oui, le premier devoir aujourd'hui, suite aux attentats du 13 novembre, le premier devoir, il est de protéger. C'est le rôle de l'État, c'est pas celui de la région. Néanmoins, la région, dans le cadre de ses compétences sur les lycées et sur les gares, doit s'emparer du sujet. Elle s'en est d'ailleurs toujours emparée, puisque nous avons eu des travaux de sécurisation qui nous ont été demandés par les proviseurs. Notamment, il y a des vidéoprotections qui ont déjà été installées avec des financements de la région. Et une des premières décisions que j'ai prises en tant que présidente de région après le 13 novembre, c'est d'aller trouver le préfet et d'organiser une réunion avec monsieur le préfet, monsieur le recteur et le directeur de la SNCF pour voir comment la région pouvait se mettre à la disposition et du recteur et du directeur de la SNCF. Donc nous regardons cela de très près. Nous avons dit que s'il y avait des travaux de sécurisation à faire, ils seraient faits immédiatement. Nous n'avons pour l'instant pas de demande. Et sur la SNCF, il y a une convention financière qui lie la région à la SNCF et qui peut nous amener à amener à la SNCF des moyens supplémentaires, notamment par rapport à leurs moyens en police ferroviaire. Vous le souhaitez ? Et ça, je l'ai proposé au directeur de la SNCF. Alors, je vous ai entendu, Madame Montel, parler de portiques à l'entrée des lycées. Il y a de nombreux jeunes qui nous suivent sur Internet, je l'espère. Ce débat est retransmis en direct. Est-ce que vous souhaitez vraiment que les lycéens soient fouillés, passent sous un portique électronique tous les matins et tous les soirs en entrant, en tout cas en entrant dans les lycées bourguignons et franc-comtois? Écoutez, je vois pas ce qui Non, vous mais je choque. vous pose la question. Non, Est-ce mais que je vois pas ce qui vous choque quand on... Ça ne me choque pas, je vous pose la Non, question. Quand on assiste à ce qui se passe en France depuis d'ailleurs pas seulement le 13 novembre, parce qu'on parle du 13 novembre, mais je rappelle quand même qu'au mois de janvier, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, il y a eu l'hypercachère, il y a eu un chef d'entreprise dans l'Isère qui s'est fait décapiter, il y a eu l'attentat de l'étang-de-Berre qui a été déjoué, il y a eu le Thalys. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a eu le 13 novembre et ces actes d'une barbarie sans nom, comme je l'ai dit. Mais je veux dire, voilà, moi j'entends mes adversaires parler de travailler avec la gendarmerie, avec la police et tout, mais je rappelle quand même à ceux qui nous regardent que ce soit sous Nicolas Sarkozy ou sous François Hollande, ces gouvernements UMPS n'ont eu de cesse de baisser les effectifs des forces de l'ordre. Je rappelle quand même que Sarkozy, c'est moins 54 000 militaires Ça, c'est un problème et national, moins 12 000... oui. Mais écoutez... Le national, ça concerne aussi la Bourgogne et la Franche-Comté. Ces effectifs ont aussi baissé sur nos territoires. Moins 12 500 postes dans la police et la gendarmerie nationale. Donc, à partir du moment où vous baissez les effectifs des forces de l'ordre, je ne vois pas comment on peut, quand il arrive des événements pareils, se prémunir de tels événements. Et je rappelle aussi, parce que ça a joué, effectivement, vous faites bien de le rappeler, la campagne a pris un tournant sécuritaire suite aux attentats du 13 novembre. Moi, quand j'entends mes adversaires, quand j'ai entendu pendant des années Marine Le Pen réclamer le rétablissement de nos frontières et des contrôles, on nous a dit mais c'est impossible. On était sur les lycées, madame. Hein. Oui, oui, mais c'est encore les thèmes sécuritaires. Donc pour répondre, voilà, on a rétabli les frontières, on a rétabli les contrôles à ces frontières de manière temporaire, ce qui prouve que Marine Le Pen avait raison, que c'est possible et que ça doit être fait pour protéger notre peuple, protéger notre pays. Alors oui, les portiques, moi, ça ne me choque absolument pas. Et je ne vois pas, si ça peut éviter qu'il y ait des agressions dans nos lycées, eh bien oui, nous mettrons des portiques. Donc des portiques aux entrées des lycées si vous êtes élu. On a compris. Ceux qui sont les lycées où il se passe, où il y a des graves problèmes d'insécurité, évidemment. On ne va pas mettre ça dans tous les lycées, mais il y a des problèmes d'insécurité dans un bon nombre de lycées, effectivement. Alors le temps file, cette première thématique est à présent achevée. Deuxième série de questions oui-non, posées cette fois par mon confrère Benoît Montagioni du journal de Saône-et-Loire. Je vous rappelle le principe, donc une réponse laconique, oui ou non. Et la première question, c'est la région, la future grande région, doit-elle investir financièrement dans les 2 projets de Center Parcs ? On rappelle qu'il y en a un qui est projeté à Poligny, dans le Jura, et un autre Rousset, en Saône-et-Loire. Marie-Guy Dufay, oui ou non ? Oui, mais toutes les conditions ne sont pas encore réunies. Oui. Monsieur Sauvadet ? Oui, sans condition superfétatoire. Madame Montel ? Moi, oui, non, parce que je mettrai des conditions, notamment la non-utilisation de travailleurs détachés pour faire les travaux.
Alors, deuxième question, on parle toujours d'investissement et de finances. La région doit-elle investir dans l'aéroport de Dole-Tavaux? Madame Montel? Non. Monsieur Sauvadet? Ah oui. Madame Dufay? Pas dans le modèle actuel. On va parler à présent de politique. A priori, l'hémicycle régional a beaucoup de chances de se trouver à Dijon. Souhaitez-vous néanmoins que des sessions se tiennent encore à Besançon? Madame Dufay? Oui. Monsieur Sauvadet? Oui. Madame Montel? Oui. Autre question, la région doit-elle continuer de participer au financement de la mise à 2 fois de voie de la RCEA? La RCEA, c'est cette route Centre-Europe-Atlantique qui nous permet de partir de Bourgogne-Franche-Comté pour aller dans l'ouest de la France. Madame Dufay? Oui. Monsieur Oui. Sauvadet, oui. Oui. Madame Montel, oui. Et une dernière question de cette série. Allez-vous financer, souhaitez-vous que la région finance la dernière branche qui reste de la branche Est de la LGV, la ligne de TGV Rhin-Rhône? On parle de près d'1 milliard d'euros. Madame Montel? Oui, parce que sinon, ça n'aurait aucun sens. Monsieur Sauvadet? Bah oui. Madame Oui. Dufay? Quelques points de consensus quand même. Et deuxième thématique à présent, après la sécurité, le développement économique. Pour le coup, c'est une vraie compétence de la région. Et pour vous interroger, Benoît Montagioni. Alors on va parler donc à présent de développement économique. Vous venez de le dire, j'ai épluché les programmes comme le font chacun des électeurs, je l'espère. J'ai notamment regardé celui de monsieur François Sauvadet. Vous parlez dans ce programme qu'on a reçu, la version light, dans les boîtes aux lettres, de relancer la création d'emplois en Bourgogne-Franche-Comté. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Comment on fait? Ben, écoutez, d'abord, moi je fais un constat, c'est que la situation en Bourgogne-Franche-Comté est plus dégradée que dans les autres régions. Et ça, Madame Dufay ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité parce qu'elle était déjà en charge, la région ancienne, du développement économique. Et donc, on fait moins bien qu'ailleurs. Je ne m'en réjouis pas d'ailleurs. Mais vous le savez, la région, d'ailleurs, vous pouvez le vérifier, est en récession. Donc ça c'est le constat, mais qu'est-ce qu'on fait? Non, mais je crois qu'il faut quand même faire le constat de là où on part. Moi, je pense d'abord qu'il faut simplifier les dispositifs. Si j'avais le maître mot, et ce sera la première chose que je ferai, élu président de la région Bourgogne-Franche-Comté. On a rajouté trop de complexité à tous les dispositifs. Donc je dis bien, toutes les normes qui ont été imposées, qui sont supérieures à celles qu'impose déjà l'État et qui sont déjà bien excessives, seront supprimées dans la Bourgogne-Franche-Comté pour faire des dispositifs simples. Donc les normes régionales? Toutes les normes régionales, toutes, y compris celles de l'accès au marché public, que Madame Dufay se propose de complexifier encore. Deuxième chose, diagnostic sur les dispositifs existants. Là encore, il faut les simplifier. Il y a pratiquement 47 dispositifs aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté. Ça ne peut pas durer comme ça, ils sont mal utilisés, et on le voit bien notamment sur les dispositifs de renforcement de fonds propres, en particulier en Bourgogne. Troisième chose, il faut permettre aux entreprises d'accéder à la commande publique. J'ai proposé une charte avec les entreprises, avec l'ensemble des entreprises, pour faciliter l'accès à la commande publique, l'allotissement, enfin toute une série de dispositifs. Je l'ai fait dans mon département, ça marche. On est passé de 64% de la commande publique réalisée par des entreprises côte-d'Orienne à 84%. Donc c'est ce qu'on va faire comme dispositif. Et puis la dernière chose, c'est la formation qui est la clé du développement économique et de l'emploi. On en parlera tout à l'heure de la Dernière formation. Investir dans le numérique. On est une région qui est en retard. Moi, je souhaite que ce retard soit comblé. Si on veut rentrer dans le 21e siècle, il faut investir massivement dans le numérique. Et moi, je proposerai de doubler, je dis bien doubler, les crédits qui sont actuellement accordés par la région numérique. Nos deux régions jouent petit bras. Elles veulent y consacrer, je crois, 95 millions d'euros, plus 30 millions d'euros de crédits européens. Ce n'est pas suffisant. C'est petit bras. Et donc, moi, je souhaite le développement du très haut débit partout. C'est la clé de l'économie du 21e siècle. Et donc on le fera massivement. On va écouter à présent ce qu'en pense Madame Dufay. J'ai également lu votre programme en détail. Vous parlez beaucoup des PME et des TPE, des petites et moyennes entreprises. Donc, comment on les aide, ces TPE qui sont très nombreuses en Bourgogne-Franche-Comté? D'abord, les entreprises, on ne les aide pas. C'est elles-mêmes qui s'aident en créant les produits qui se vendent sur les marchés. Mais il faut accompagner les entreprises à des stades différents de leur développement pour qu'à des moments stratégiques où elles en ont besoin et où leur développement peut se traduire par de la création d'emplois, on puisse être présent. Premier exemple, il nous faut, malheureusement, quand on est puissance publique et collectivité régionale,
remplacer les banques, parce que les banques ne prennent plus de risques pour le développement économique, et que l'entreprise qui a un projet, elle a du mal à aller trouver des crédits. Donc la première intervention de la région, c'est un fonds de garantie bancaire qui existe et qui fait que nous allons jusqu'à garantir 80% des prêts pour une entreprise. Deuxièmement, apporter des fonds propres, contrairement à ce que dit mon adversaire qui aime bien avoir comme ligne de programme le dénigrement. Nous avons doté nos 2 régions d'une succession de fonds d'investissement qui permettent d'amener des capitaux dans les hauts de bilan des entreprises pour alimenter leurs fonds propres. Et ça, c'est absolument stratégique et important pour le développement des entreprises. Fonds de développement, fonds de création, fonds de transmission. Nous avons même un fonds qui intervient pour des entreprises qui traversent conjoncturellement des difficultés. Et la Banque publique d'investissement est en train de regarder depuis Paris ce qui se passe en Franche-Comté parce que nous sommes la seule région à l'avoir mis en place. Donc, il nous faut ne pas relâcher là-dessus. Et puis, investir massivement sur la recherche, parce que derrière la recherche, c'est les emplois de demain. Et je pense que la transition énergétique, les énergies renouvelables et tout ce qui est lié à l'énergie verte doit faire l'objet d'un investissement massif. Nous nous proposons de mettre en place une société d'investissement qui permette aux investisseurs locaux d'investir sur ce secteur des énergies renouvelables. Aujourd'hui, regardez les éoliennes, elles sont massivement investies par des fonds de pension américains. Il serait bien que les recettes que l'on peut retirer de cet investissement aillent au territoire et que ce soit des acteurs locaux qui investissent. Et pour cela, il faut les aider à prendre des risques, les aider. Mais quand la région Bourgogne a notamment participé aux incitations financières pour un géant comme Amazon qui s'est installé à côté de Chalon-sur-Saône, on rappelle qu'Amazon paye ses impôts au Luxembourg. Est-ce que la région a raison d'intervenir financièrement pour aider ce type d'entreprise ? Il y a des emplois derrière, mais fallait-il que la région participe ? Écoutez, je n'ai pas participé au débat à ce moment-là. Je pense que l'essentiel de la région, c'est d'aider la création d'emplois dans les PME. Dans les PME qui ne se délocalisent pas, dans les PME qui ont le souci de la responsabilité sociale. Donc François Patria a eu tort en Bourgogne ? Non, je ne dirais pas cela. Une question pour Madame Montel à présent. Là encore, on va regarder votre programme. Vous promettez notamment de faciliter les appels d'offres, notamment pour les PME. Ma question, elle est simple, Sophie Montel. Est-ce que c'est possible légalement ? Oui, légalement, c'est tout à fait possible. Il suffit d'instaurer des clauses spécifiques, des clauses environnementales, des clauses sociales, des clauses de cohésion territoriale. On mettra aussi des clauses comme pour privilégier justement les PME, PMI, TPE qui emploient des apprentis. Moi, je voudrais aussi revenir sur un point. Mes adversaires ont la fâcheuse tendance à s'exonérer de leur responsabilité, de leur très lourde responsabilité quant à la situation économique actuelle. D'abord, au plan national, je rappelle quand même que ça soit sous Nicolas Sarkozy ou sous François Hollande, le chômage ne cesse de progresser, que la croissance n'est toujours pas revenue, pour la bonne et simple raison que les deux mènent la même politique, une politique de refus de mise en place de mesures protectionnistes et une politique de soumission totale au modèle économique ultralibéral imposé par Bruxelles. C'est possible, le protectionnisme régional, c'est possible ? On peut le faire par les appels d'offres, par exemple, comme je viens de vous le dire. Le problème de mes adversaires aussi, c'est qu'ils sont tous les deux sortants et qu'ils sont tous les deux à la tête d'un exécutif régional pour Madame Dufay et local pour Monsieur Sauvadet. Monsieur Sauvadet, je l'entends bien parler d'investissement et tout, mais il y a quand même un rapport de la Cour des comptes de 2013 qui nous explique très clairement qu'en matière d'investissement, les dépenses d'investissement du Conseil départemental de Côte-d'Or se sont effondrées, et notamment en matière de développement économique, moins 34% entre 2008 et 2012. Alors moi, je veux bien tout entendre, toutes les promesses possible, mais je crois que les électeurs doivent aussi juger ces deux personnes, ces deux candidats, sur leur bilan de sortant. Alors, pendant toute la mandature et la mandature précédente, nous n'avons eu de cesse, au Conseil régional, j'ai réclamé la mise en place des avances remboursables, parce que je pense que c'est un bon principe. En plus, très sincèrement, je pense que voilà, la subvention directe, ça ne fait que développer, d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dis, la Cour des comptes l'a dit aussi à de nombreuses reprises, ça ne fait que développer un phénomène qui est tout à fait détestable, c'est le clientélisme. Donc on voit toujours arriver, moi pendant des années, quand il y avait des subventions et des aides directes et que c'était la matrice du développement économique en Franche-Comté, j'ai toujours vu arriver les mêmes, année après année, c'était les copains des copains. Voilà, les avances remboursables, Madame Dufay a fini par les mettre en place, non sans mal, mais en tout cas, c'est un principe qui marche assez bien. Je pense très objectivement que les chefs d'entreprise ne sont pas là pour aller quémander de l'argent public, c'est pas dans la mentalité d'un chef d'entreprise. Lui, ce qu'il veut,
voilà, on revient aussi au national. Ce qu'il veut, c'est qu'on baisse les charges, qu'on limite la paperasse. Et ça, je pense que le conseil régional peut le faire dans la mesure où on pourrait mettre en place, il y a un service de développement économique. Je pense que ce service doit aussi être à la disposition des chefs d'entreprise. Au lieu de mettre en place des tas de structures, vous savez, des boutiques de gestion, les chambres de commerce aussi, il faudrait qu'elles fassent leur travail plus correctement. On les subventionne, il faudrait qu'elles se mettent vraiment au service des créateurs et des repreneurs d'entreprises. Et la seule subvention que nous accordons, sur laquelle nous sommes d'accord pour l'aide directe, c'est effectivement pour la création et la reprise d'entreprises, dans le sens où ces jeunes chefs d'entreprise, ou moins jeunes d'ailleurs, qui reprennent des entreprises ou qui en créent, la première difficulté, c'est la trésorerie. Voilà. Alors, les temps de parole sont à peu près équilibrés. Margui Dufay, vous êtes un tout petit peu en retard. On va donc commencer avec vous ce nouveau thème. Les questions sont posées par vous, Nicolas, et on parle d'une des grandes compétences de la région qui est la formation. Oui, c'est un peu le pendant de la compétence économique. La formation, en effet, l'une des grandes compétences de la région, à commencer par la gestion des lycées. Le chiffre donne le tournis. Plus de 3 millions de mètres carrés de locaux à gérer dans la future grande région, sans parler de leur personnel administratif technique, 3000 personnes. Alors, le nombre de lycéens diminue. En Franche-Comté, je crois, madame, que vous avez tablé sur une baisse de 10 000 lycéens. Enfin, c'est pas tablé, c'est même un constat entre 2007 et 2013. En Franche-Comté, et la pente est la même en Bourgogne. Alors dans un contexte de restrictions budgétaires et alors que l'entretien des lycées coûte très cher, est-ce que vous envisagez, si vous êtes élu, de fermer des établissements, des lycées, d'en regrouper d'autres pour réaliser des économies et pour rationaliser l'utilisation des moyens? Je voudrais dire déjà qu'au niveau des lycées, il y a une spécificité en Franche-Comté, c'est que nous avons énormément de lycées compte tenu de notre caractère très rural. Il y a une dispersion des lycées, effectivement, en Franche-Comté. Et nous avons mis en place un plan très ambitieux pour voir comment, à l'avenir, moderniser le plus possible ces lycées pour en faire des instruments d'acquisition des connaissances pour les jeunes dans les meilleures conditions. Et nous ne voulions pas qu'à l'avenir, on consacre des investissements majeurs sur des lycées qui, peut-être, seraient en perte de vitesse ultérieurement. Donc nous avons mené un plan d'action qui s'est soldé par 2 décisions. Une décision d'investissement très forte pour les années à venir, pour les numériser, pour les moderniser, pour les rendre accessibles, et par une décision de fermeture d'un lycée, parce que nous avions une hypothèse de 3 lycées à fermer, et finalement c'est un lycée qui sera fermé, avec quelque chose d'absolu et d'intangible, c'est que la carte des formations ne change pas, l'offre de formation ne change pas, c'est-à-dire que les formations qui étaient délivrées par ce lycée qui va fermer seront délivrées dans le lycée d'à côté qui est à 300 mètres, et c'est un lycée de Besançon. Alors celui qui va fermer, on le dit quand même, c'est le lycée Monjou, à Besançon. Voilà. Alors programmez-vous d'en fermer d'autres en Franche-Comté? Absolument pas. En Bourgogne. C'est un plan d'action pour les 10 années à venir qui a été mis en place. Et en Bourgogne, où ce diagnostic n'a peut-être pas été fait Je pense qu'en Bourgogne, le diagnostic a été fait dans les mêmes conditions et qu'il y a un plan d'action dans les 2 régions pour moderniser nos lycées, pour en faire des instruments d'acquisition des connaissances pour les jeunes dans les meilleures conditions, faire des campus des métiers, des vraies vitrines des métiers d'aujourd'hui et de demain. Il y a un vrai problème de représentation de certains métiers, surtout dans une région industrielle comme la nôtre. On ne sait pas, on ne connaît pas, on n'a pas confiance dans nos métiers industriels et de façon plus générale dans nos métiers techniques. Donc il faut que nos lycées, notamment nos lycées professionnels, soient d'excellentes vitrines de ces métiers. Et c'est pour cela qu'il y a effectivement des investissements majeurs à leur consacrer. Monsieur Sauvadet, sur la carte des lycées, faut-il la modifier? Faut-il fermer certains établissements dont les effectifs baissent dangereusement, ou au contraire maintenir les choses en l'état? J'ai fait une proposition d'abord, c'est de faire un moratoire sur les fermetures de lycées qui ont été annoncées. Je vois qu'il y a un peu de recul, on en avait annoncé 3, on voit que ça suscite beaucoup d'interrogations. Il faut suivre l'actualité, monsieur Sauvadet. 3, c'était il y a un an, nous avons travaillé. On va laisser répondre monsieur Sauvadet. Voilà, si je peux m'exprimer simplement, après on fait les commentaires. Merci beaucoup. Oui, donc j'ai proposé un moratoire. Deuxième chose, il y a un y compris sur le lycée Blaise Pascal de Migène dans l'Yonne, dont la fermeture est programmée. Donc on ne le ferme plus. Un moratoire, les termes sont clairs. D'accord. Donc voilà, je ne vais pas faire de commentaires plus avant. Je dis un moratoire. Pourquoi? Pendant toute la durée du mandat. Je dis un moratoire, Pendant toute la durée du mandat.
Attendez, vous connaissez les mots français comme moi. Voilà. Pas aussi bien, mais un petit peu. Moratoire. Mais derrière un moratoire, il faut des décisions. Attendez, je vais... si je peux juste développer, vous allez voir, ça va très vite s'arranger. Nous aurons une responsabilité nouvelle. C'est celle de co-animer l'orientation. Et moi, je propose aujourd'hui qu'on change effectivement de méthode. D'abord, nous avons un lien collège-lycée qu'il faut développer et renforcer. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'on change de méthode et qu'on travaille davantage avec les présidents de département, que j'ai réunis régulièrement, 6 d'entre eux, puisque les 2 de gauche, je l'espère, viendront si je suis élu président de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, voilà, changement de méthode. Travailler ensemble. Lien collège-lycée. Deuxième chose, nous devons effectivement projeter nos lycées vers les métiers, notamment les lycées professionnels, vers les métiers du futur. Tous les métiers ont changé. Quand je vois le sort fait, pas simplement au lycée, mais aux centres de formation d'apprentis qui ont été franchement laissés à l'abandon, quand je vois la politique de l'apprentissage qui a été conduite, franchement, et un gouvernement qui a réduit les aides à l'apprentissage, un apprentissage qui a diminué de 10% en Bourgogne-Franche-Comté, des crédits à l'apprentissage qui ont baissé de 12% en Bourgogne-Franche-Comté, c'est pas acceptable. Donc, très tôt, organiser des stages de découverte, des collèges vers les métiers, parce que j'ai observé qu'un certain nombre de collégiens, à ce moment-là, peuvent se découvrir des passions pour des métiers, redonner vraiment ces lettres de noblesse à l'ensemble de l'apprentissage et de la formation professionnelle, se projeter dans le futur, c'est-à-dire travailler avec aussi nos centres de recherche pour faire en sorte que les métiers soient préparés aux métiers de demain, aux métiers du futur, c'est ce que j'ai appelé se projeter et travailler sur les métiers du futur, et puis aussi territorialiser. C'est-à-dire que là, je propose là aussi un changement de méthode. Il faut qu'on ait un schéma territorial des formations adapté à la réalité économique de chacun des bassins d'emploi. Nous avons une grande diversité territoriale. Quand j'entendais Mme Dufay tout à l'heure nous dire je veux privilégier l'emploi dans les TPE, PME, moi je veux privilégier l'emploi partout, y compris dans le domaine industriel. Industriel parce que c'est une grande chance, l'industrie. J'ai rencontré tous les dirigeants des grands groupes industriels, tous. Et tous m'ont fait part aussi de leur attente en matière de formation. 300 créations d'emplois bientôt dans le territoire de Belfort et pays de Montbéliard, annoncées par à la fois GI, annoncées par le groupe PSA. Il faut qu'on ait des plans de formation en face. Dernière chose, je vous le dis, élu président de région, il n'y aura plus une formation de financer en Bourgogne-Franche-Comté qui ne contribue pas à l'employabilité et au métier. Une formation, ça doit déboucher sur un travail. Et donc, on va toiletter nos dispositifs et puis on se fixera des objectifs prévisionnels de formation en fonction aussi des besoins des entreprises. Ce n'est pas normal qu'en Bourgogne-Franche-Comté, 20% de nos jeunes soient actuellement sans formation et sans emploi. C'est inacceptable. Madame Montel, sur la question des lycées, faut-il en fermer? Faut-il maintenir la carte en l'état? Moi, je crois c'est une très mauvaise chose de fermer des lycées, encore que, à la décharge de Madame Dufay, il s'agit de la fermeture d'un lycée. Il ne s'agit pas de la fermeture de 50 lycées. Oui, c'est une mauvaise chose. Là, il s'agit d'un lycée de Besançon. Mais en zone rurale, c'est une très mauvaise chose que de fermer des lycées. Moi, je vais revenir sur la formation professionnelle, l'apprentissage. Alors, j'entends, encore une fois, mes adversaires dire que les choses ont été mal faites. Mais encore une fois, qui gouverne la France depuis des décennies, tant au niveau national que dans nos collectivités territoriales? Quand je les entends pleurer sur l'inadéquation entre les offres de formation et les besoins réels de nos entreprises, mais qu'ont-ils fait quand ils étaient aux manettes gouvernementales et que font-ils quand ils sont aux manettes régionales? Alors effectivement, ça, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'effectivement, les formations doivent pour avoir pour objet non pas de sortir les gens des statistiques du chômage, comme c'est la réalité, mais effectivement déboucher sur un emploi. Ça, c'est une mesure de bon sens. J'allais dire, il faut vraiment, c'est quelque chose de naturel et de bon sens. Alors, pour ce faire, il faut, moi je note par exemple qu'on a fermé en Bourgogne des formations de tonneliers.
Pourtant, il me semble que ce sont des formations qui sont en Bourgogne plus qu'indispensables. Le problème aussi, c'est que l'apprentissage a été totalement dévalorisé. Vous savez, ce qu'on appelle l'intelligence de la main, c'est un problème général, si vous voulez, c'est un problème aussi national, c'est un problème politique, évidemment. Quand on considère que les gamins qui ne suivent pas la voie générale parce qu'ils ont des difficultés, on les bascule aussitôt en apprentissage parce que c'est la poubelle de l'éducation nationale, du cursus général, c'est une très très mauvaise chose. Il y a des gens qui font des choses magnifiques de leurs mains, qui savent créer, on a des métiers d'art, on a des véritables professionnels. On parlait de la formation et de mettre... moi, vous savez, je suis une politique, hein, je ne sais pas monter une maison, je ne sais pas... Il y a des tas de choses que je ne sais pas faire de mes mains. Moi, je trouve regrettable, par exemple, qu'on n'en appelle pas plus aux professionnels et qu'on ne les fasse pas plus intervenir dans les collèges, dans les lycées, pour expliquer à nos enfants ce que sont leurs métiers. Et puis, il y a une proposition que j'ai faite à de nombreuses reprises au Conseil régional de Franche-Comté. Moi, j'ai dit, ça coûte rien. Hein. C'est de se mettre en rapport avec Pôle emploi et d'afficher, par exemple, dans les collèges et dans les lycées, tous les mois ou tous les trimestres, les offres d'emploi par secteur d'activité. Dans les collèges ? Oui, mais on peut le faire. On peut demander au département aussi de s'emparer de cette question. Ça ne coûte rien. Et ça permettrait à nos enfants d'avoir une vision un peu plus réaliste, de savoir à peu près où on peut trouver un emploi. Voilà. Et d'arrêter de les maintenir le plus longtemps sur les bancs des facultés, à ne rien faire, à obtenir des diplômes d'ailleurs qui ne valent plus grand-chose, il faut bien le dire. Tout ça pour sortir les gamins des chiffres du chômage. Moi, je crois qu'il y a quand même 300 000 offres d'emploi en France qui ne sont pas satisfaites. Et je crois que si on s'emparait réellement, si on avait vraiment une volonté politique, et évidemment, ce n'est pas ni à l'UMP ni au Parti socialiste qu'on l'a, puisque aujourd'hui le bilan est catastrophique et c'est leur bilan. Et c'est des mesures de bon sens et c'est des mesures qui ne coûtent rien. Madame Dufay n'a jamais mis cette mesure en place, tout simplement parce que c'était le Front National qui la proposait. Vous savez, j'aurais pu dire à Madame Dufay, qui est quand même d'un sectarisme rare, je rappelle qu'elle n'a pas mis de représentants du Front National et nous a exclus des conseils d'administration des lycées. C'est quand même très particulier. Donc il y a de nombreux problèmes dont nous n'avons pas pu nous emparer. On a quand même appris, parce qu'elle n'a pas pu le cacher trop longtemps, par exemple, qu'il y avait des problèmes d'affectation de logements de fonction dans certains lycées, qui étaient soit inoccupés, soit occupés par d'autres que les proviseurs ou le personnel qui aurait dû l'occuper. Alors moi, ce que je note, c'est que Madame Dufay est quelqu'un de très sectaire. Je le dis, j'aurais pu dire qu'il faisait beau aujourd'hui, que Madame Dufay vous raconterait qu'il neige, tout simplement parce que le Front National le dit. Très bien, on s'éloigne de la question de la formation. Je voudrais revenir sur les CFA. 10 secondes, madame, oui. On dit que la région a laissé tomber les CFA. Sans les investissements de la région, les CFA n'existeraient pas. Et au niveau gouvernemental, effectivement, il y a eu des mesures qui n'ont pas été bonnes. Nous ne les avons jamais cautionnées. Et dans les régions, en Bourgogne comme en Franche-Comté, comme ailleurs, les régions sont derrière le développement de l'apprentissage. Donc je ne peux pas laisser dire. Il y a une baisse du nombre d'apprentis qui n'est pas due à la politique de la région, qui est due à la crise économique dans laquelle nous sommes. Nous n'avons jamais suivi les mesures du gouvernement qui, effectivement, ont été un peu erratiques sur la question de l'apprentissage. Madame Dufay, la baisse de l'apprentissage... On va changer de thématique. Je réponds juste 10 secondes. Elle est quand même liée aussi au développement des contrats aidés. Parce qu'il est plus avantageux actuellement pour les chefs d'entreprise d'avoir des contrats aidés que des apprentis. Et ça, c'est de votre responsabilité. Oui, vous aurez peut-être... Juste un mot quand même, parce que pour bien qu'on comprenne le changement qu'il faut opérer dans les méthodes qui sont celles proposées par Madame Dufay, c'est qu'on finance aujourd'hui les centres de formation d'apprentis en fonction du nombre d'apprentis qui y sont. Vous voyez bien que la baisse des crédits a été sensible. Et moi, je propose qu'on investisse dans les métiers d'avenir. C'est un changement capital. Et dans tous les métiers dans lesquels les gens se verront un avenir, c'est-à-dire un métier, un emploi. Vous pensez qu'on finance les métiers du passé ? Le micro, madame. Merci. On va passer à un autre thème. Si vous voulez qu'on parle transport, on va passer à un autre thème. Voilà, donc le dernier thème, en effet, avec mon confrère, le transport. Alors, on va essayer de ne pas revenir sur la question de la sécurité dans les TER, qui a déjà beaucoup été évoquée tout à l'heure. J'ai lu encore une fois vos programmes. Françoise Ouvaudet, vous parlez de rendre les transports plus attractifs en Bourgogne-Franche-Comté. Ah oui. Alors, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Qu'est-ce que ça veut dire, plus attractif ? J'observe qu'il y a des trains qui circulent. Et j'observe qu'il y a de moins en moins de monde dedans. Bon, c'est quand même une vraie question qui est devant nous.
Moi, voilà, ce que je propose d'abord, c'est un plan de développement multimodal, puisqu'il y a un grand changement qui va arriver, c'est que la région va être responsable de l'ensemble des transports. Transport scolaire compris. Oui, transport scolaire. Aussi, une différence de vision. C'est que la région veut voir ça d'en haut. Moi, je veux voir ça plus près, avec les territoires. On a consulté les gens sur des suppressions de gares. Il y en a eu beaucoup, et suppressions d'arrêts, plus exactement. Il y en a eu beaucoup, en Bourgogne, Franche-Comté, qui ont été annoncées, ou des dessertes qui n'ont pas été renforcées. Alors, ceux qui sont responsables de la situation depuis 11 ans nous promettent demain de faire ce qu'ils n'ont pas fait pendant 11 ans. Donc, je dis simplement, d'abord, concertation des acteurs locaux. Suppression des anomalies qu'on a dans les transports, dans les TER. Enfin, franchement, quand vous voyez que ça coûte plus cher pour faire Dijon-Nevers que pour faire Nevers-Paris, il y a un petit problème. Moi, j'ai fait une proposition très simple, c'est qu'on revoie complètement la tarification. Ça, remise à plat de la tarification. Deuxième chose, travailler sur une multimodale. Écoutez, la région Franche-Comté est très en retard par rapport à la Bourgogne. On rappelle peut-être ce que c'est que le multimodal. Oui, multimodal, c'est-à-dire d'avoir un pass. Nous avons travaillé par exemple avec François Rebsamen pour avoir un pass aujourd'hui sur nos réseaux. Et donc avec le même ticket, vous pouvez circuler, etc. C'est une bonne chose. Il y a eu beaucoup de retard de prix en Franche-Comté parce que Mme Dufay ne s'est pas saisie de cette question. Et donc moi je propose qu'on puisse avancer, remise à plat de la tarification, renégociation aussi des conventions avec les TER. Parce que franchement, quand on voit combien ça coûte aujourd'hui à la région, je comprends qu'il y a eu un amour effréné du train, mais enfin cet amour effréné du train s'est traduit par des charges extrêmement lourdes. Donc il faudra revoir cela avec les élus locaux, avec les élus territoriaux. Dernière chose, on va travailler avec les départements là-dessus. Naturellement, les départements ont une expérience. Les départements assuraient jusqu'à présent les transports scolaires. Bien sûr que ce sont eux à qui je confierai demain le soin d'organiser ces transports scolaires. Gratuitement. Ah oui, moi j'ai pris un engagement très simple. J'ai consulté les présidents de département, parce que ça ne se fera pas sans eux, contrairement à ce que fait Mme Dufay qui décide d'en haut. Je n'ai pas besoin d'aller rue de Solferino pour savoir s'il fallait faire la gratuité des transports. La gratuité des transports, elle sera maintenue. C'est un engagement que j'ai pris et je travaillerai avec les départements, avec les territoires. Et puis, voilà, il faut maintenant qu'on travaille, je le disais, pour faciliter l'accès des transports, notamment avec un pass pour les jeunes. Là aussi, c'est trop compliqué. Je ne sais pas comment ils font les socialistes, mais ils ont une capacité à complexifier des dispositifs qui font que ça ne marche pas. Et donc, effectivement, si on veut du monde dans les trains, il faut rendre l'accès beaucoup plus facile et l'adapter aux besoins. Et puis aussi, regardez, les frontaliers, je pense à eux. La complexité qu'il y a aujourd'hui. J'ai pris moi-même le train des horlogers. Et je suis revenu en voiture. Enfin, franchement, quand je vois la situation, je me dis qu'a fait Mme Dufay. On va lui donner la parole à Mme Dufay sur cette question des transports. Rendre attractifs les transports, j'imagine que vous ne pouvez qu'être d'accord avec cela. On a parlé aussi des TER. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet ? Je rebondis sur ce qui vient d'être dit par M. Sauvadet, la ligne des horlogers, la ligne frontalière. Qu'avons-nous fait ? Quand nous sommes arrivés en 2004 à la région, la ligne des horlogers, elle était programmée fermée par la mandature précédente. Nous avons étudié la question et nous avons pris la décision, alors que le public n'était pas à ce moment-là encore si considérable sur cette ligne, de la maintenir. Une ligne comme celle-là, c'est comme un lycée en milieu rural. Si on supprime, c'est vraiment quelque chose de très très négatif pour le développement du territoire. Donc nous avons décidé de la maintenir ouverte. Et depuis, la circulation sur cette ligne n'a cessé d'exploser, notamment du fait des frontaliers à partir de Val-d'Aon. Et sur la question transfrontalière, nous avons vraiment pris le taureau par les cornes puisque nous avons été jusqu'à mettre en place des lignes transfrontalières pour faire en sorte qu'il y ait un report de la voiture vers le train. Alors, sur la question des TER, François Sauvadet dit que c'est trop cher, notamment en Bourgogne. Oui, bien sûr qu'ils sont trop chers. Ils sont trop chers partout. C'est pas en Bourgogne, c'est pas en Franche-Comté, c'est partout en France. Moi, je pense tout simplement qu'il y a un modèle économique qui ne fonctionne plus avec la SNCF, qui a une charge colossale de dette à rembourser et qui, du coup, fait payer des péages très très forts à ce qui était auparavant RFF, et cela se traduit dans les tarifs. Et du coup, dans la négociation que nous avons avec la SNCF, moi, je veux bien que je sois une très mauvaise négociatrice avec la SNCF, mais franchement, nous avons négocié énormément. Je pense qu'il est vraiment très très difficile d'aller au-delà
de ce que nous pouvons faire par rapport à cette négociation. Nous avons une Pas relation d'accord qui On est peut pas à la faire baisser fois la dure. facture. Hein. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Alors, il y a d'autres choses que de baisser la facture. Par exemple, la ligne la plus utilisée aujourd'hui dans notre région, et à l'heure de la construction de la Bourgogne-Franche-Comté, c'est la ligne stratégique, c'est Belfort, Besançon, Dijon. Hein. Eh bien, moi, je fais pression actuellement sur la SNCF pour qu'il y ait une sorte de TER GV sur cette ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les usagers nombreux, les abonnés, parce que c'est ceux-là qui sont les plus importants, les abonnés des TER, puissent, avec leur abonnement TER, prendre le TGV, ce qui multiplierait pour eux l'offre, ce qui réduirait aussi leur parcours. C'est un combat que je mène auprès de la SNCF. Il n'est pas terminé. Dans un tarif Mais qui resterait un tarif le même, TER le compatible. même, Oui. l'abonnement TER. Pour ceux qui font du Besançon-Dijon, Dijon-Besançon tous les jours, je pense que ce serait extrêmement important. C'est une façon à la fois de multiplier l'offre pour les usagers et puis sans peser sur les tarifs. Mais vous savez, c'est le modèle économique de la SNCF qui est très compliqué. Et puis, il faut reconnaître aussi que la SNCF aujourd'hui, du fait de cette cherté des tarifs, effectivement, elle est concurrencée aussi par le covoiturage, par le blablacar. Et donc, le blablacar fait qu'il y a de moins en moins d'adeptes du train. Et comme il y a de moins en moins d'adeptes du train, il y a de moins en moins de recettes. Et comme il y a de moins en moins de recettes, ça renchérit le coût. Je vous dis, il y a un modèle économique, effectivement, mais là, c'est au niveau national. Mais c'est le sujet numéro 1 des régions de France dans leurs négociations extrêmement raides avec la SNCF. Sophie Montel, est-ce qu'il faut tordre le bras à la SNCF pour baisser les tarifs? Oui, très clairement, parce que Madame Dufay dit que le problème de la SNCF est un problème qui est national, certes, mais je lui rappelle quand même que la France est gouvernée par un gouvernement socialiste. Que le gouvernement socialiste, par pure idéologie, a tendance à tout laisser faire à la SNCF et aux syndicats de la SNCF. Moi, très C'est bien avec clairement, la SNCF que négocient les régions. Oui, très clairement. Moi, si je suis élue présidente du conseil régional, je ne laisserai pas la SNCF nous dicter sa règle, ses lois. On a assisté depuis des années et des années. Alors, Madame Dufay dit qu'elle négocie, mais je ne sais pas trop ce qu'elle négocie, puisqu'au final, la SNCF finit toujours par avoir raison. Le problème des retards, notamment, parce que moi, qui suis une utilisatrice régulière tant du TGV que du TER, je peux vous dire que c'est un réel problème. Ça crée des perturbations pas possibles. Alors, j'entends bien, non seulement il y a des retards, les tarifs ne cessent d'augmenter, et Madame Dufay nous explique, oui, on continue de négocier avec la SNCF, mais le résultat, il est que rien ne change. Donc, moi, je pense que Madame Dufay est une mauvaise négociatrice et qu'elle a tendance, par aussi idéologie, à se laisser un peu mener par le bout du nez par les responsables de la SNCF. Alors moi, je suis aussi très clairement concernant les TER et les transports en général. Vous savez, cette fusion, elle va poser un gros problème, cette fusion de nos deux régions. Elle va accentuer les disparités entre les départements, notamment les départements les plus éloignés du centre du futur, du prochain centre de décision que sera Dijon. On va assister ainsi à l'accentuation des problèmes qui existent déjà, la perte des services publics dans certains départements, et aussi l'enclavement de ces territoires. Donc évidemment, le transport ferroviaire a un rôle à jouer. C'est pour ça que nous bataillerons bec et ongle pour que les dessertes ferroviaires soient maintenues, pour éviter justement que des départements comme la Nièvre, des départements comme la Saône-et-Loire ou des départements comme la Haute-Saône ne soient les grands oubliés de cette fusion. Puis moi, je voudrais revenir sur un sujet, puisqu'on parle de transport. Je pense que la région Bourgogne-Franche-Comté, l'un de ses points faibles, c'est que nous n'avons pas d'aéroport d'affaires. Nous avons l'aéroport de Dole-Tavaux. Je suis ravie de voir que Madame Dufay a un peu changé son braquet, parce que pendant des années, on a quand même subventionné, bouché les trous de l'aéroport de Dole-Tavaux, ce qui pour moi est une très mauvaise chose, parce que... Qui n'est pas un aéroport d'affaires. Hein. Non, c'est pas un aéroport d'affaires, justement. C'est un aéroport de touristes qui fait que les Franc-Comtois, les Bourguignons et d'autres peuvent aller à des prix défiant toute concurrence, évidemment, à 8 €. On peut aller au Portugal, c'est très bien pour les gens qui en profitent, mais ça ne ramène d'abord aucun touriste chez nous. Ce sont pas les gens du Portugal ou les gens du Maghreb qui viennent visiter la Franche-Comté ou la Bourgogne. Ça marche pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre sens. On a l'avantage, notre région a l'avantage d'être frontalière
avec la Suisse. Et je note que beaucoup d'investisseurs suisses ne viennent pas s'installer chez nous, tout simplement parce que, vous savez que le mètre carré en Suisse est très cher, et ils seraient tentés de venir s'installer en Bourgogne ou en Franche-Comté. Mais le problème des Suisses, des hommes d'affaires suisses, et des décideurs suisses, c'est on atterrit où ? Parce que ces gens-là se déplacent soit en jet, il n'y a pas que M. Joyandet qui utilise des jets, soit en hélicoptère. Et nous n'avons pas actuellement d'aéroport d'affaires sur notre futur grand territoire. Et moi, je pense qu'il faut relancer le projet de l'aéroport de Dijon. Je sais que de nombreuses études ont été réalisées. Ça a coûté d'ailleurs très très cher aux contribuables. Je crois que c'est des dizaines de millions d'euros qui ont été balancés tant par le conseil régional que par le conseil départemental. Je crois que il est impératif que nous ayons un aéroport d'affaires sur notre territoire régional parce qu'il sera source d'investissement. On va rester très vite sur cette question de l'aéroport. François Sauvadet. Oui, là, on voit bien que moi j'ai un désaccord complet avec les deux concurrents. Évidemment qu'il faut un aéroport à vocation interrégionale dans la grande région, et Doltavo est particulièrement bien situé. Alors j'entends ce débat, mais c'est un débat d'un autre âge. En disant un avion, le low cost d'abord, enfin critiquer le low cost qui a permis quand même la démocratisation du mode de transport en avion, enfin franchement je ne comprends pas, c'est vivre hors de son temps. Deuxième chose, je pense qu'il faut effectivement un aéroport interrégional. Et le aéroport de Doltavo est bien placé. Je propose même d'ailleurs en faire un pôle multimodal. Il n'y a pas simplement le low cost dans les transports en avion, il y a aussi le low price maintenant avec les transports en autobus. Et donc je propose qu'on fasse là une véritable plateforme multimodale à vocation interrégionale qui permettrait aussi à tous les Côte-d'Oriens, les Bourguignons, les Franc-Comtois d'utiliser cette plateforme, et puis aussi que ce soit une plateforme d'attractivité, parce que j'aurais rappelé qu'un avion, quand ça part, ça revient. Effectivement, l'enjeu, c'est d'arriver à avoir, là aussi, un touriste de plus massif qu'on peut développer, et je m'y engagerai. Est-ce qu'il faut subventionner les billets ? Aujourd'hui, les collectivités prennent une grande partie du prix des billets. Il y a une méconnaissance quand même de la situation, parce que quand j'entends Mme Montel dire qu'il faudrait un aéroport d'affaires, etc., il faut travailler en complémentarité avec Dijon. Moi, je n'ai pas compris la stratégie de François Rebsamen, lui venait à un aéroport sans avion. C'était encore autre chose. Mais enfin, là, on a quand même un développement d'un nouveau modèle avec une aviation d'affaires qui se développe sur Dijon, des vols d'affaires, des gens qui mettent là leur avion, etc. Mais la question, c'est est-ce qu'il faut subventionner ? Oui, je dis qu'un aéroport aujourd'hui ne peut pas vivre en plan interrégional sans une participation financière. Il faudra en revoir les modalités, mais je le dis, ce serait une faute politique. Et alors là, mes deux concurrents en porteront la responsabilité. C'est pour ça que je souhaite être élu. Ce serait une faute politique aujourd'hui de ne pas accompagner l'aéroport de Doltavo. Ryanair, qui, je le rappelle, attendez, est devenu le 39e aéroport français, un taux de croissance de 40% de fréquentation par an, 40%, et 140 000 visiteurs. Donc moi, je souhaite en faire un levier de développement touristique. Plus que le musée au parc. Pour conclure sur la question de l'aéroport, Marie-Guy Dufay, je voulais revenir vous souhaitez quand même. aussi être élu. Je voulais revenir quand même sur la négociation avec la SNCF, sur les retards dont pâtissent les usagers. J'ai quand même suspendu, à un moment, les financements à la SNCF. J'ai suspendu l'exécution de la convention financière tellement les retards étaient importants, ce qui a amélioré la situation dans les mois qui ont suivi. Non. Après, il y a eu des chantiers qui ont retardé. Mais bon, quand j'entends dire que je suis une négociatrice quand même, petit bras, etc., la suspension de la négociation financière, c'était quand même l'exemple d'un bras de fer qui d'ailleurs a été utile à l'époque. Sur l'aéroport, nous n'avons pas, à l'heure où nous avons à faire des économies, vous avez arrêté le subventionnement. Nous n'avons pas à financer des compagnies low cost comme Ryanair. Vous disiez le contraire au conseil régional, Madame Dufay. Je me suis engagée avec le conseil départemental du Jura à l'aider dans la relance de son aéroport en lui disant que je le ferai sur 3 ans et qu'au bout de ces 3 ans, ça devrait être terminé. Donc parce vous que avez financé le modèle économique devait être trouvé. Au bout de 3 ans, le nombre de passagers explose, mais le département a toujours besoin de quasiment 3 millions de subventions pour fonctionner. C'est un modèle économique qui ne tient pas. Et l'aéroport d'affaires, il est à Dijon. Et moi, je suis pour qu'il y ait une complémentarité entre Doltavo et Dijon et qu'à la faveur de cette complémentarité, un modèle économique soit construit. Pas de subvention régionale, si je comprends bien. Le moins possible de subventions régionales sur un modèle économique complètement revu. Merci, fin de cette 4e thématique. Et pour clore ce débat, nous allons vous proposer d'inverser les rôles. Ça va peut-être vous surprendre. Vous allez jouer les journalistes le temps de quelques secondes. En réalité, chaque candidat va poser une question à ses 2 contradicteurs. Alors, Monsieur Sauvadet,
Vous allez commencer en interpellant Madame Dufay, si vous le voulez bien. Si vous avez une question à lui poser, bien sûr. Dans le micro, s'il vous plaît. Pas de question à poser à Madame Dufay. Je crois que on voit bien que ceux qui ont échoué aujourd'hui. Question, hein, Monsieur Sauvadet. Je lui pose la question. Comment elle explique que ce qu'elle n'a pas fait depuis 11 ans, elle et ses amis, ils vont le faire dans les 6 ans qui viennent? On a la question. On va écouter la réponse de Marguerite Dufay. Comment ? On va écouter votre réponse à cette question. À vrai dire, je crois que je n'ai pas entendu la question. Alors la question c'était comment allez-vous faire ce que vous n'avez pas fait depuis 11 ans? Voilà, en gros. Oui, non, mais ça, écoutez, là on est dans la polémique. Je pense que quand même, dans la situation actuelle, il faut élever un petit peu le débat. Moi, la question que j'ai envie de poser à Monsieur Sauvadet, c'est... ça tombe bien puisque c'était à vous de lui poser une question. Effectivement, dans ces temps de contraintes financières, où chacun pense qu'il y a un devoir de réduction de la dépense, il y a un devoir d'économie. Je voudrais comprendre ce que sont les économies que vous allez faire, parce que j'ai regardé votre programme, et effectivement, vous prévoyez pour le mandat 170 millions d'économies. Je vous entends par ailleurs dire que ces économies seront prises sur ce qu'on appelle les dépenses courantes. Or, les charges à caractère général. Or, les charges à caractère général représentent pour la Bourgogne-Franche-Comté, vraiment en allant très loin, 60 millions d'euros par an. Ça veut dire quoi, votre économie de 170 millions? Ça veut dire qu'au-delà des charges d'électricité, de chauffage, de véhicules, etc., vous allez forcément aller sur les dépenses de fonctionnement. Les dépenses courantes ne suffiront pas à alimenter votre programme d'économie. Donc je vous demande, où est votre programme d'économie? Écoutez, Madame Dufay, je vous expliquerai comment il faut faire parce que je l'ai fait dans mon département. Et la Chambre régionale des comptes l'a vérifié, puisque tout le monde le mettait en cause. J'ai baissé ces charges dans mon département de 21%. Alors comment allez-vous faire? Quel levier d'économie? Je vais le faire en traquant toutes les dépenses inutiles, en redéployant. Je vous l'ai dit mais ça fait déjà 10 fois que vous me posez la question, ça fait 10 fois que je vous y réponds. Charge à caractère général, vous l'avez dit, c'est 60 millions. On doit et on peut faire des économies dans ce domaine. Je pense qu'on doit et on peut faire des économies sur la renégociation que nous aurons sur les TER. J'ai vu que dans d'autres régions, madame, vous n'allez pas dire qu'il y a un problème national, ce qui est vrai. Dans d'autres régions, ça s'est mieux passé que chez nous. Chez nous, vous avez laissé filer la dépense. Voilà ce que je pense. Et puis, il faudra se reconcentrer sur un certain nombre de missions essentielles. Et les économies, je vais les proposer de les faire aussi avec les départements que vous avez méprisés et ignorés pendant 6 ans. Je les ai réunis régulièrement. Et donc je vais travailler avec eux pour rechercher toutes les voies de mutualisation. Quand j'entendais un des vice-présidents, je crois que c'est M. Neugnot, qui disait on va gérer les transports scolaires depuis Dijon-Besançon. Moi je ne vais pas les gérer depuis Dijon-Besançon. Je vous le dis clairement. Je vais les gérer en proximité. On va rechercher toutes les voies d'efficience avec les départements. Regardez, on a fait en 6 mois ce qu'on n'a pas fait en 6 ans. Très bien. On a même réussi à créer une société publique locale pour commercialiser la FTTH, la fibre haut débit, en 6 mois entre les départements. Enfin, franchement. Très bien, madame. Et donc, je vous le dis, c'est possible. J'ai dit 2% de baisse cette année, 4% de baisse l'an prochain, et un trend de 2%. Parce que, Madame Dufay, non, mais je termine. Si on laisse filer les choses aujourd'hui, comme vous les avez laissé filer, dans 5 ans, il n'y a plus 1 euro pour investir dans la grande région. Plus 1 euro. Ouais, enfin, c'est une des régions les mieux gérées de France, d'après la Cour des comptes. Hein. Madame Montel. Sophie Montel. Madame Montel, une question pour Marie-Guide Dufay. Madame Montel, une question pour Madame Dufay. Bah, écoutez, très sincèrement, voilà, moi j'ai envie de dire à Madame Dufay, pourquoi ferait-elle demain ce qu'elle n'a ni su, ni pu, ni voulu faire hier? Donc la même question que Monsieur Voilà, Sauvadet. j'ai absolument aucune confiance. Si Madame Dufay venait par malheur à être réélue au Conseil régional de Franche-Comté et de Bourgogne d'ailleurs, parce que ce qu'elle semble oublier, c'est qu'elle va devoir aussi gérer la gestion Patria, et ce que j'entends dire de la gestion Patria est catastrophique. Elle va donc hériter du bébé avec l'eau, et une eau qui n'est visiblement pas très propre. Donc moi, j'invite les électeurs, évidemment, à faire très attention au bulletin de vote qu'ils vont mettre dans l'urne. Quelle est la question que vous posez à Madame Dufay? Je n'ai pas de question particulière. Vous savez, j'ai longuement débattu avec elle dans les conseils régionaux, aux séances du conseil régional. Je lui ai dit tout le mal que je pensais des différentes politiques. Certes, nous avons voté aussi des délibérations, bien évidemment.
Mais non, je n'ai pas de questions particulières à lui poser. Monsieur Sauvadet, j'en aurais une par contre. On va vous donner la parole juste après. Margui Dufay, vous voulez peut-être répondre à ce qui n'était pas une question de Sophie Montel, mais qui peut-être un petit commentaire sur cette eau, ce bébé et ce bain. Non mais écoutez, aujourd'hui, il y a plusieurs magazines, plusieurs rapports qui font de la Bourgogne, au niveau national, de la Bourgogne et de la Franche-Comté les régions les mieux gérées de France, avec un taux d'endettement qui nous donne une capacité de désendettement extrêmement favorable. Et ça, c'est important parce que plus notre capacité de désendettement est grande, et plus nous avons la capacité d'investir demain sur la recherche, encore plus, sur le très haut débit, encore plus. Donc, nous faire des procès de mauvaise gestion alors qu'il y a ce constat de la part d'organes indépendants et nationaux, je trouve qu'on est vraiment dans le faux procès. Sophie Montel, vous aviez une question pour François Sauvadet. Oui, j'ai trouvé le candidat de l'UDI très discret quand les conseils régionaux de Bourgogne et de Franche-Comté ont décidé d'octroyer 1 000 € par place d'accueil pour les migrants. Alors j'ai lu les propos de M. Gégaud, ancien président de l'UDI, M. Sauvadet, qui lui souhaite la mise en place de quotas de migrants dans toutes les communes de France. Alors moi j'ai une question toute simple. Si vous êtes élu par malheur aussi président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, est-ce que vous allez annuler cette délibération des 2 conseils régionaux visant à octroyer 1 000 € par place d'accueil pour les migrants? Oui, je crois que c'est pas le rôle des. Vous avez raison, c'est pas le rôle des conseils régionaux. Mais sur le fond, quand Gégaud parle des quotas dans les communes... Sur le fond de quotas par commune, je ne suis pas d'accord. Donc je suis très serein. Il y a des sujets sur lesquels je peux être d'accord, il y a des sujets sur lesquels je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, voilà. C'est marrant parce que vous pensez que ce n'est pas une compétence du Conseil régional. Oui, c'est l'argument qui a été avancé par vos collègues de l'UDI et de l'UMP. Mais par contre, en séance du Conseil régional, ils ont dit que sur le fond, ils étaient parfaitement d'accord avec l'accueil des migrants, que nous devions jouer, la France devrait prendre sa part. Je crois que vous avez une pratique de l'amalgame qu'on connaît bien, Madame Montel. Hein. Je crois que vous voulez faire passer des vessies pour des lanternes. Moi, j'ai regardé tout ça, évidemment, très sérieusement. Et je ne veux pas rentrer dans ce jeu de désigner l'autre comme responsable coupable, d'agiter des peurs. Moi, je ne suis pas là pour agiter des peurs. Je suis là pour répondre aux inquiétudes de nos compatriotes qui se sont exprimées dans les urnes. Madame Dufay dit on a bien géré, j'ai lu dans les magazines. Moi, c'est pas dans les magazines que je vais aller voir si on est bien géré. Moi, ce que je regarde, c'est pas dans les magazines. Les agences de notation. Moi, ce que je vous dis, c'est que je regarde la situation de la Bourgogne-Franche-Comté et j'ai envie que ça change, tout simplement parce que les indicateurs sont au rouge, tous, ou pratiquement tous, qu'on a moins bien fait dans notre région qu'ailleurs, et je veux que ça change. Alors voilà, vous m'avez posé 2 questions, j'y ai répondu. Alors, est-ce que vous avez une question, justement, François Sauvadet, pour Sophie Montel? Moi, Sophie Montel, je n'ai pas franchement de questions à lui poser. On sait tout. On sait comment agit le Front National. Très bien, dans les villes qu'il a gagnées, M. Sauvadet, tout va très bien. Voilà, les rares villes qu'il a eues en main, on voit le désordre et le chaos s'instaurer. Pas du tout. Les tensions équipes ont été plébiscitées. Une question, M. Sauvadet, une question à Mme Montel ou pas? Moi, si j'ai une question, je vais dire comment vous allez travailler si vous êtes élu, ce que je ne souhaite pas. Comment vous imaginez travailler avec le président du conseil départemental de la Côte d'Or, le président des autres conseils départementaux? Comment vous allez travailler avec les villes dont chacun dit aujourd'hui qu'ils ne se reconnaissent absolument pas dans votre programme? Mais en tout cas, les électeurs, si par malheur vous étiez élu, qu'est-ce qui se passerait? Écoutez, les sauterelles, il n'y aura pas d'invasion de sauterelles parce que vous nous avez fait le même coup au moment des municipales en expliquant à nos compatriotes, attention, si le Front National gagne des villes, ça va être catastrophique, les entreprises vont partir et tout. Manque de bol, pour vous, les entreprises non seulement sont restées, mais d'autres sont venues s'implanter. Donc voilà, moi je travaillerai en bonne intelligence avec les représentants des départements, avec les représentants des villes, puisque vous savez, après tout, il y a beaucoup de villes, je pense par exemple à Dijon. Dijon vit aussi grâce aux subventions et aux aides du conseil régional dans différents projet. Donc je pense que M. Rebsamen aura l'intelligence de penser à ses intérêts, aux intérêts des Dijonnais, plutôt qu'à des postures politiciennes. Et puis je tiens à dire aussi que les communes que nous avons gagnées, elles sont très bien gérées, les gens sont particulièrement satisfaits, ils sont tellement satisfaits qu'au moment des régionales, il y a eu plus de 60% à Hénin-Beaumont, il y a eu plus de 60% à Fréjus, il y a eu plus de 60% à Beaucaire, preuve que les habitants sont plutôt satisfaits par la gestion Front National. Vous savez, ce dont vous avez peur, en fait, ce dont ont peur les représentants
représentants de l'UMP et du Parti socialiste lors de ces élections régionales, c'est tout simplement que le Front national gagne des régions, qu'il applique son programme et que les électeurs, les habitants de ces différents territoires s'aperçoivent qu'après tout, la gestion Front national marche très bien. Voilà, je finirai en vous disant que essayer le Front national, c'est tout simplement l'adopter et c'est une réalité dans les communes que nous avons gagnées. Alors, Marguerite Dufay, vous avez à votre tour le droit de poser une question si vous le souhaitez à Sophie Montel. Je vois quand même que dans beaucoup de communes dans lesquelles vous êtes maintenant responsable, la politique culturelle trinque. Donc je veux simplement vous demander quels sont vos axes de politique culturelle pour la région de Bourgogne-Franche-Comté. Vous savez, je pense que vous les connaissez, Madame Dufay. J'ai souvent débattu avec vous sur cette thématique. Évidemment, nous nous soutiendrons à tout ce qui est développement du patrimoine, sauvegarde du patrimoine, parce que nous avons la chance, on n'en a pas parlé, mais nous avons la chance en Bourgogne-Franche-Comté d'avoir un patrimoine exceptionnel qui doit être et qui doit continuer à être mis en valeur. Évidemment, Madame Dufay, moi, vous le savez très bien, la culture pour Bobo, moi, je veux une culture populaire, je veux une culture accessible. Quand je vois les chiffres de fréquentation du FRAC, je ne suis pas pour supprimer le Fonds régional d'art contemporain, entendons-nous bien. Je ne suis pas pour fermer le bâtiment, je ne suis pas pour ça. Je pense simplement, Madame Dufay, que les œuvres qui sont exposées ne sont pas de nature à attirer le public. Vous savez, on envoie des cartes scolaires. C'est pas toute la politique culturelle en même temps, le FRAC. Il y a quand même toutes les compagnies, il y a tous les festivals. Mais encore une fois, il faut avoir à l'esprit l'intérêt régional et encore une fois, il faut avoir à l'esprit l'art populaire. Voilà, moi, c'est ce qui guidera mes choix, c'est ce qui guidera ma politique culturelle. Il faut que l'art soit mis à la, qu'il attire le public. Voilà. Moi, subventionner des compagnies théâtrales qui font tout et n'importe quoi et qui n'ont pas de public, ça ne m'intéresse pas. En ces périodes d'austérité où on demande à nos compatriotes, aux Français, de se serrer la ceinture, je pense qu'il faut rompre avec ces mauvaises pratiques, d'arroser les amis. Voilà. Si c'est pour satisfaire une clientèle de bobos avec la coupe de champagne et le petit four au saumon fumé dans l'autre main, moi, effectivement, ce n'est pas ma conception de l'art. Merci, voilà, ce débat touche à sa fin. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à le préparer. Avant de conclure définitivement et de refermer cette parenthèse, chaque candidat aura, pour conclure, 1 minute à sa disposition. Je ne sais pas dans quel ordre nous allons procéder. En fonction du temps de parole, on va commencer par François Sauvadet qui a le plus parlé. Les écarts ne sont pas énormes. Mais François Sauvadet... Je vais faire court. Voilà, vous avez 1 minute. Ah bon, très bien. D'abord, on voit bien les différences qui se sont exprimées au cours de ce débat. Je ne partage pas les orientations de Madame Dufay parce que je pense qu'elle assume une responsabilité dans la situation de la Bourgogne-Franche-Comté d'aujourd'hui. Je viens de la sillonner pendant 6 mois. J'ai découvert et vu et rencontré tant de talents, de compétences que je me dis qu'on doit et on peut mieux faire. Je dis que Madame Dufay ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité dans la situation actuelle que traverse la région et que connaît aussi le pays, qu'elle a effectivement à assumer son bilan et que moi je veux un changement. Et je dis aux Bourguignons franc-comtois que s'ils veulent un vrai changement, une rupture dans les pratiques, beaucoup de simplification, des dispositifs évalués, des dispositifs discutés avec les territoires, alors évidemment qu'il faut qu'ils se mobilisent pour ce second tour. Parce qu'il faut éviter à la fois le retour des sortants qui ont montré les limites de leur action et éviter l'arrivée du Front national. Donc j'appelle chacun à la responsabilité. Et donc j'aborde ce deuxième tour avec beaucoup de conviction, beaucoup d'engagement, mais aussi beaucoup d'esprit de responsabilité, car je mesure le chemin qui reste à faire. En tout cas, les engagements que j'ai pris, 21, j'ai une équipe cohérente, solide, qui sera en mesure de les mettre en place rapidement. Merci Ces engagements-là, je les tiendrai. On rappelle que vous représentez la liste LR-UDI. Sophie Montel, à présent, vous avez 1 minute également pour conclure. Écoutez, moi, ce que je veux dire, ce que je souhaite pour cet entre-deux tours et ce deuxième tour des élections régionales, c'est le rassemblement de tous les patriotes autour de la candidature Sophie Montel et de la liste Front National. Vous voyez, il y a une certaine interchangeabilité entre l'UMP, UDI et le Parti Socialiste. On voit bien que sur le fond, ils sont d'accord sur tout. Vous savez, d'une manière générale, ils sont immigrationnistes, ils sont communautaristes. Je rappelle, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais M. Sauvadet parle des électeurs, parle des Français, des Bourguignons et des Francs-Comtois. Sauf qu'en 2005, quand les Français ont majoritairement rejeté le projet de constitution européenne, M. Sauvadet, quelques années plus tard en tant que parlementaire, lui, il a voté le traité de Lisbonne, donc il est
très clairement pour la soumission à l'Union européenne, pour la perte de notre souveraineté nationale. Donc moi j'imagine très mal, je l'ai dit tout à l'heure, les souverainistes apporter leur suffrage à M. Sauvadet. Voilà, ils sont les responsables, que ce soit l'UMP, l'UDI ou le Parti Socialiste, ce sont eux les responsables de la situation actuelle dans laquelle se trouve notre pays et évidemment la Bourgogne et la Franche-Comté. Donc j'invite les électeurs ils ont porté déjà très haut le Front National la semaine dernière avec la dynamique est incarnée très clairement par la liste Front National. Je les invite à ne pas se démobiliser et au contraire à se mobiliser encore davantage pour voir enfin le changement et la rupture avec le Front National. Madame Dufay, pour conclure, présidente sortante donc du Conseil régional de Franche-Comté. Et vous disposez d'1 minute 30 puisque vous étiez un petit peu en retard. Je pense que nous sommes à un moment qui est un moment crucial, qui est un moment décisif, qui est un moment historique pour notre région, parce que la perspective de voir arriver le Front National est une perspective effrayante. Je ne fustige absolument pas les électeurs du Front National. Par contre, je leur dis que ce n'est pas un parti qui sème la division, la haine, qui s'appuie sur ces divisions, qui peut résoudre les questions qui amènent ces électeurs à voter pour ce parti. Je pense que seule la liste que je conduis, rassemblée avec les écologistes, avec les communistes, avec le Front de gauche, aujourd'hui, seule cette liste est en mesure de l'emporter. Je l'ai dit tout à l'heure, 1 et 1 font 2, il n'y a qu'à regarder les calculs. Mais au-delà de ça, je pense que ce dont nous avons besoin dans ce contexte, c'est d'une société qui ne soit pas divisée, d'une société fraternelle. Nous avons besoin d'une région qui s'appuie sur des valeurs de fraternité, qui s'appuie sur la solidarité, qui s'appuie sur l'écologie. La solidarité, c'est par la formation. C'est par la formation que nous pouvons protéger ceux qui, aujourd'hui, dans notre région, subissent de plein de fouet les mutations économiques. L'écologie, c'est le fer de lance du développement de demain, à travers toutes les énergies renouvelables, à travers l'agriculture biologique, à travers aussi tout ce qui relève de la bio-innovation. Et puis la fraternité, le vivre ensemble, c'est par la culture, c'est par le sport, c'est par le soutien aux associations qu'on peut être dans cet élan dont notre pays n'a jamais eu autant besoin. Merci à tous, merci à vous Marie-Guédé Dufay, merci à François Sauvadet et Sophie Montel. Vous retrouvez un compte-rendu complet de ce débat dès jeudi dans les pages de l'Est républicain, du Bien public, du Progrès du Jura et du Journal de Saône-et-Loire. Évidemment, on vous rappelle que le second tour de ces élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté, c'est ce dimanche. Merci. Quel timing? Bien. Je l'ai dit 5 minutes en retard.